Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce nouveau webinaire du Haut Commissariat à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bienvenue à tous, un webinaire qui va être dédié aux entreprises sociales inclusives, donc aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux entreprises adaptées et au GEC. Merci à tous d'être là. Donc nous avons choisi de consacrer ce temps d'échange au sujet de la reprise d'activité, mais sur le volet social, on va dire, de cette reprise d'activité, plus particulièrement sur la question de la prise en compte des fragilités qui peuvent être vécues au sein des équipes pour pouvoir consolider une reprise solide. Vous le savez, en tout cas, c'est ce que le Haut Commissariat porte évidemment. Les acteurs de l'inclusion vont avoir un rôle majeur à jouer pour la sortie de crise. Nous connaissons bien les difficultés économiques que cette crise a pu engendrer pour vous. Vous le savez, un certain nombre de mesures d'urgence, on va dire, ont été mises en place depuis le début de la crise du Covid et d'autres mesures de soutien vont être mises en place. Nous sommes en train d'y travailler avec notamment les services de la DGEFP. Aujourd'hui, on vous propose d'échanger donc sur ce sujet de la prise en compte des fragilités, que ce soit celle des équipes permanentes ou des personnes en parcours d'insertion, pour voilà, vous donner des bonnes pratiques, qu'on puisse échanger ensemble sur comment reconstruire un collectif solide. En effet, il ne faut pas nier les effets que cette période de confinement a pu créer chez chacun. Alors souvent des effets très différents selon les personnes, mais donc c'est donc un webinaire placé on va dire, sous le signe de l'inspiration du collectif pour vous donner les moyens et des solutions pour aborder sereinement cette reprise. Donc, avant de vous donner les règles de fonctionnement, je voudrais remercier nos deux intervenantes du jour. Donc, Isabelle, alors qui s'appellent toutes les deux Isabelle. Donc, avec leur accord, je vais les distinguer avec l'initiale de leur patronyme. Donc, celle que vous voyez sur l'écran, c'est donc Isabelle B, qui est directrice de la régie de quartier de Monceau-les-Mines, et celle que vous ne voyez pas sur l'écran, mais qui est avec nous en audio, Isabelle F, donc, qui est coach spécialisée dans les relations de travail et qui a beaucoup travaillé avec des entreprises sociales inclusives. Voilà, merci à toutes les deux d'être avec nous. Je pense que les échanges vont être très riches et très inspirants pour nos participants. Pour ceux peut-être qui participent pour la première fois à ce format webinaire, quelques règles de fonctionnement de la plateforme sur laquelle nous faisons ces webinaires. Vous le verrez, il y a un onglet chat dans lequel vous pouvez vous saluer, échanger, partager des idées, des bonnes pratiques, des ressources. On vous transmettra également au sein de cet onglet un certain nombre de ressources au fur et à mesure de ce webinaire. Ensuite, juste à droite, il y a un onglet questions. Si vous avez des questions à nous poser, et on espère que vous en avez, c'est aussi le sens de ce webinaire, merci de bien les poser dans cet onglet-là pour qu'on puisse les prendre en compte. Et vous le verrez, il y a une fonctionnalité vote. Si vous partagez la question d'un de vos confrères ou consoeurs qui a été posée, utilisez, privilégiez la fonction vote plutôt que de répéter la question. Ça nous permettra aussi, nous, de prendre en compte celles qui sont le plus partagées par vous. Et enfin, un onglet sondage. On va vous adresser un certain nombre de questions au cours de ce webinaire. Donc, merci d'avance de bien vouloir y participer. Ça nous permettra à la fois d'orienter un peu les échanges et puis d'avoir ce retour du terrain en direct de votre part. Ce sera très utile pour nous. Et puis voilà, d'avoir ces informations ensuite pour pouvoir, si besoin, adapter les réponses que nous pouvons produire ensuite au sein du Haut Commissariat ou avec l'ensemble des acteurs de l'inclusion, les réseaux avec qui on travaille beaucoup. Voilà, donc pour ces trois fonctionnalités, n'hésitez pas donc à garder un petit œil sur le chat. On aura pas mal de choses à vous partager. Je remercie mes collègues Armelle et Juliette notamment qui sont en back-office et qui vont essayer de vous nourrir et vous alimenter avec ces informations. Voilà, il me semble que j'ai tout dit en tout cas pour ces règles de fonctionnement. Donc, pour rappel, on est bien sur ce sujet de quelles sont les fragilités, qu'est-ce que vous avez pu repérer, comment les prendre en compte, comment reconstruire un collectif solide pour préparer la reprise, parce que quand bien même des solutions sur l'activité économique pourraient être trouvées, la crise qu'on vient de traverser tous aura certains effets sans doute
sur les équipes. Donc, c'est l'occasion aussi de reconsolider les collectifs pour repartir sur de bonnes bases. Donc, merci à tous d'être là. Et pour commencer, alors, on va lancer un premier sondage. J'en parlais. On aimerait savoir si depuis le début du confinement, votre structure a-t-elle été complètement fermée ou a-t-elle été maintenue en activité réduite ou totale? Donc, le sondage est ouvert. Merci d'y participer. On vous partagera les résultats d'ici quelques minutes. Vous voyez le petit point rouge, c'est affiché à côté de sondage. Ça veut dire qu'il y en a un nouveau. Je vous invite à aller le voir. Et pour commencer, je vais passer la parole donc à Isabelle F, qui est avec nous par téléphone. On trouve des solutions quand on a des problèmes de connexion, ça arrive, pour qu'elle puisse nous faire un petit point d'introduction sur les risques psychosociaux, quels liens et quelle spécificité il y a pu avoir sur ce point en lien avec la crise Covid, et qu'elle puisse déjà nous partager un certain nombre d'informations sur ce point. Isabelle, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Isabelle. Oui, vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? Oui, on vous entend bien. On vous entend bien. Allez-y. Merci à vous de me donner la parole. Quand on fait un tout petit bond en arrière et qu'on se remémore le mois de janvier à aujourd'hui, et qu'on voit ça à l'aune de vos structures et à l'aune du monde entier, c'est quand même un truc assez bouleversant qui nous est tous tombé sur la tête là. Et je pense à vous, à toutes les petites structures qui sont en France, les petites comme les grosses, celles qui ont maintenu une activité et celles qui ont été obligées de fermer. Vous êtes vraiment les pros depuis toujours de l'accompagnement des personnes en grande fragilité. Donc ces notions d'accompagnement de fragilité, vous savez super bien faire et vous avez les outils. La chose qui est incroyable, c'est que même les permanents aujourd'hui, même les directeurs, même vos partenaires, même vos clients, tout le monde est absolument impacté par cette crise et chacun pense à la future reprise, qu'elle soit pour la semaine prochaine ou qu'elle soit un petit peu plus tard, en ayant des peurs. C'est absolument inhérent à ce que nous traversons. Les risques psychosociaux, on a toujours peur un petit peu de parler de ça parce que ça peut être un fourre-tout. Un fourre-tout, on ne sait pas très bien comment gérer le truc. En fait, il s'agit pour les entreprises de s'assurer de l'intégrité de tout le monde, les permanents comme les salariés en insertion, sur leur environnement de travail. Voilà, c'est ça la définition des risques psychosociaux. Et cette crise du Covid nous a fait traverser un trauma qui a mis en exergue l'émotion la plus forte que l'être humain peut ressentir, qui est la peur. La peur de la maladie pour soi et pour ses proches, la peur de la pérennité de son travail, la peur financière pour les structures. Et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des peurs collectives et individuelles des personnes en ce moment et au moment de la reprise. Cette peur, elle génère du stress pour tout le monde. Et le stress, dans le jargon coach que l'on peut avoir, il a un autre nom. Il s'appelle le syndrome général d'adaptation. À chaque fois que nous avons à nous adapter à quelque chose de positif ou à quelque chose de négatif, notre corps et notre psyché créent une espèce d'énergie focalisée sur cette adaptation. Et notre corps et notre esprit pompent de l'énergie pour s'adapter. Le risque, avec cette crise, si ça dure un peu longtemps, c'est que nous pompons tous beaucoup sur notre réserve énergie et qu'on arrive tous, in fine, à l'aboutissement du stress que l'on appelle communément dans le monde professionnel aujourd'hui l'épuisement professionnel ou le burn-out. Et ça, c'est vrai pour les permanents comme pour les salariés en insertion. Sur cette question-là, nous sommes à la fois tous inégaux, parce que notre capacité d'adaptation est très différente d'une personne à une autre, mais nous sommes tous confrontés à cette obligation que nous avons à nous adapter à cette situation absolument nouvelle. Et du coup, la vraie question qui se pose à vous tous
mais qui se pose au monde entier aujourd'hui, c'est comment reprendre le travail, comment faire redémarrer absolument l'économie, parce que c'est absolument indispensable, en tenant compte de cette fatigue qui est déjà là, un peu pour certains, beaucoup pour d'autres, et faire repartir l'économie et vos structures et vos activités en faisant très attention à tout ça. Et donc, le sujet de ce webinaire, c'est vraiment de réfléchir tous ensemble à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on a mis en place pendant le confinement, s'il y a des choses qui se sont mises en place et si votre activité, elle a un petit peu perduré, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les prochaines semaines au moment où la reprise va monter en puissance pour chacun d'entre vous. Voilà le sujet de ce qui est prévu pour ce matin. Et je termine juste avec les conséquences que ce stress a. Et ça, ce sont des indicateurs que vous allez pouvoir évaluer de manière individuelle et collective les uns pour les autres. Nous sommes tous un petit peu plus irritables que d'habitude. Parce que nous sommes dans une hypervigilance et la reprise d'activité avec les gestes barrières, avec tout ce que vous allez devoir mettre en place, va faire qu'en plus du travail, il va falloir rentrer dans une vigilance. Pour certains, ça va se manifester par des manifestations de colère ou de violence. Pour d'autres, pour des choses qui se verront moins, des troubles du sommeil, de l'anxiété, des difficultés de concentration. Certains vont être dans une hyperactivité et avoir envie de faire plein de choses. D'autres, au contraire, auront une logique de se mettre en retrait. Donc, toutes les logiques de retrait. Toutes ces manifestations que vous allez percevoir chez vous et chez les autres ne sont à prendre que comme des indicateurs et non pas en mode jugement. Tout le gage, ça va être ça. C'est de prendre ces indicateurs en mode jugement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire comme introduction. J'espère que ça te va, Joséphine. Et vraiment, bonjour à vous tous. C'est parfait. Merci beaucoup, Isabelle. On va pouvoir continuer les échanges au cours de ce webinaire. Je vais déjà vous donner les résultats du premier sondage, parce que je pense que ça peut vous intéresser aussi, vous, à nos participants, de les connaître. Donc, sur la première question, vous avez été 64% à maintenir une activité réduite ou une activité réduite ou totale, pardon. Et vous avez été 36% à avoir complètement fermé votre activité. Voilà. Pour continuer peut-être sur ce temps d'ouverture, ce temps d'introduction, je vais passer la parole à Isabelle B, alors que vous reconnaissez peut-être si vous avez suivi nos précédents webinaires. Je la remercie d'être à nouveau avec nous. Isabelle avait été aussi sur le webinaire sur l'accompagnement social à distance que nous vous avions proposé il y a quelques semaines. Et voilà, Isabelle avait mis en place des choses très intéressantes au sein de sa structure, la régie de quartier de Mont-Soleil-Mines. Et donc, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous, en complément de ce que vient de dire l'autre Isabelle, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous avez mis en place et aussi ce que vous allez mettre en place? Vous avez déjà repris, en tout cas, une partie de votre activité. Donc, vous êtes déjà dans ce sujet voilà, du déconfinement, de la gestion du retour à l'activité pour vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez mis en place? Oui, bien sûr. Bonjour à tous déjà. Et puis, ravie d'être de nouveau avec vous pour partager ma modeste expérience. Voilà. Alors, pendant le confinement, en fait, on a tenu à maintenir un lien assez fort avec tous les salariés en insertion, bien sûr, mais les permanents. Donc, pour les salariés en insertion, en fait, on avait mis en place 3 appels téléphoniques par semaine. Un qui était mené par notre coordinatrice socio-professionnelle, qui est l'équivalent de la CIP, qui essayait de maintenir un petit peu tout le travail d'accompagnement qui avait pu être préparé et déroulé dans les mois précédents. Alors, évidemment, différemment, moins basé sur qu'est-ce que je vais faire demain professionnellement, plus basé sur soi, sur un petit peu un zoom sur soi, sur ce que je veux, ce que j'ai envie. Et puis, 2 entretiens qui étaient faits soit par les encadrants techniques, soit par moi. Et c'était plus dans l'objectif de
de sentir comment les gens allaient, de voir comment ils vivaient, de garder ce lien pour qu'ils se sentent pas seuls, pas isolés, pas abandonnés, parce que c'était des mots qu'on a pu entendre quand nous, on a annoncé la fermeture. Voilà. Et puis, j'ai voulu mettre un petit peu de drôlerie dans tout ça pour essayer de dédramatiser et puis surtout faire que les salariés gardent du lien entre eux, pas qu'avec leurs encadrants ou la CSP ou moi. Donc, en fait, on a fait des choses sympas sous forme de jeu. Donc, on avait lancé un quiz de culture générale où les salariés devaient s'appeler les uns avec les autres pour essayer d'y répondre. Et on avait mis des challenges. Alors, l'équipe qui gagnait, par exemple, ils vont avoir un bon d'achat dans une librairie. Voilà, il y a des petites choses comme ça. On avait mis en place aussi un jeu sur les talents, que chacun partage soit une passion, soit un talent. Et en fait, ça nous servait aussi un petit peu d'outil dans le cadre de l'accompagnement parce que sans vraiment leur dire, on leur a fait démontrer à eux-mêmes qu'ils avaient tous des talents, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà. Donc, ça a été un jeu assez intéressant. C'est aussi un travail sur eux-mêmes qui s'est fait l'air de rien. On a aussi, par exemple, créé un mot fléché en lien avec tous nos métiers, où là aussi, ils devaient s'appeler entre eux, travailler ensemble, réfléchir ensemble, nous fournir leurs réponses ensemble. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, ils ont toujours gardé du lien les uns avec les autres. Alors, en fonction de leur affinité et souvent en fonction de leurs équipes. Mais en tout cas, ce lien s'est maintenu pas qu'avec nous. Voilà. Ça, c'était quelque chose d'important et surtout de garder quelque chose de drôle. Et le dernier jeu qu'on a fait, probablement, c'était à eux de nous proposer un jeu, à nous, équipe d'encadrement. Voilà. Donc, ils nous ont fait un jeu corsé avec des questions auxquelles on n'a pas su répondre, mais c'était drôle d'inverser un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est pendant le confinement. Bien évidemment, j'ai préparé tout le plan de prévention et de reprise de l'activité avec tous les conseils qu'on peut recevoir via la Directe, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, etc. Et puis, je l'ai travaillé avec mes équipes après. Et donc, nous, on a repris lundi. Là. Donc, c'est notre deuxième jour de reprise, tous ensemble. Donc, le premier matin a été consacré déjà un petit peu à une forme de retrouvailles où chacun a pu simplement échanger en aparté avec qui il avait envie d'échanger. Et après un temps de formation, on a passé environ 1h30 à former les salariés par ce plan de prévention qu'on a remis pour être sûr qu'ils comprennent bien l'importance de tous les gestes barrières. Parce qu'hélas, on s'est aperçu que les gestes barrières n'étaient pas aussi connus qu'on l'aurait aimé, notamment, je pense, pour la lavage des mains. Et on leur a remis un kit avec un petit mot sympa dedans. Et on a mis bien sûr du gel hydroalcoolique, des gants, des masques, tout ce que vous pouvez imaginer nécessaire. Et puis, on leur a mis un stylo, un petit carnet, on leur a mis des petits chocolats, voilà, pour mettre quelque chose d'un petit peu doux. Voilà. Et puis, j'ai utilisé un projet que j'avais, qui devait démarrer au mois de mai, qui était un plan de santé et bien-être au travail, où en fait, j'avais prévu, il y a quelques mois en arrière, d'avoir des intervenants autour du réveil musculaire, autour de l'initiation sur le Pilates. J'avais aussi rencontre avec un ostéopathe, une séance d'ostéopathie, la méditation pleine conscience, un travail sur l'image de soi avec une relookeuse. Et j'ai utilisé en fait ce projet-là pour préparer le retour. Donc, chaque salarié, qu'il soit permanent ou en installation, a un rendez-vous programmé avec un thérapeute. J'ai fait le choix de ne pas prendre les psychologues traditionnels pour éviter ce cliché, si je vois un psy, c'est que je suis malade. Et on est plutôt allé sur un thérapeute qui travaille sur la relaxation, la sophrologie, des choses comme ça. Et donc, chaque salarié a un entretien individuel où il peut en faire ce qu'il en veut. Il peut ne pas parler, il peut parler. Mais l'idée, c'est que ce thérapeute puisse évaluer s'il y a des angoisses, s'il y a des risques de entre guillemets, décompression ou de phobie qui pourraient s'installer et de voir comment est-ce qu'on peut lui donner des clés. Quelles clés peuvent correspondre à telle personne, puisque tout le monde n'a pas les mêmes émotions, les mêmes craintes ou inversement. Et c'est vraiment d'adapter. Et chaque personne aura la liberté de revoir ce thérapeute ou pas. En tout cas, nous, on reste en lien avec lui, en grande observation des salariés. Pour faciliter aussi l'observation des salariés et aussi savoir comment ils vont, j'ai demandé aux encadrants techniques de passer beaucoup plus de temps dans l'observation et d'être un peu moins dans la production
Pour ce faire, on recrute 2 personnes supplémentaires sur un délai court, en tout cas déjà 4 mois, pour plus être dans la production et permettre donc, comme je disais, aux encadrants et à notre CSP d'être dans l'observation des comportements et voir comment les gens évoluent, comment ils vont. Voilà. Puisqu'on peut imaginer que la plupart sont arrivés avec grand bonheur, mais je ne sais pas dans 15 jours, dans 3 semaines, comment ils iront. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, nous associons les salariés en insertion sur notre plan sécurité, puisque le plan, je l'ai travaillé en amont, je l'ai fait valider par le médecin du travail et je l'ai fait valider par un de nos plus gros clients. Mais en fait, je veux un suivi. Je veux être sûre qu'on n'ait rien oublié et que ce soit tolérable, acceptable et surtout faire participer les salariés en insertion. Donc, en fait, tous les 8-10 jours, on aura un temps avec un représentant de chaque activité, salarié d'insertion et encadrant technique, pour vérifier ce qui vient, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit modifier pour améliorer en tout cas le quotidien au travail. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai été bavarde. Voilà. Non, au contraire, merci beaucoup Isabelle. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est pour ça qu'on souhaitait vous entendre, donc merci beaucoup. En tout cas, moi je retiens, mais bon, on va retenir encore plein de nouvelles informations par la suite, mais l'adaptation à chacun, c'est-à-dire que chacun réagit différemment et donc il faut pouvoir s'adapter aussi à chaque individualité. La question dont on va reparler tout à l'heure, et je vais passer la parole à Isabelle sur le suivi des indicateurs, c'est-à-dire déjà comment on fait dès le redémarrage et comment on arrive à maintenir cette dynamique sur la durée. C'est peut-être ça l'enjeu principal. Isabelle F, donc, est-ce que vous voulez réagir à ce témoignage d'Isabelle B? Oui, c'est un gros waouh, ça, Isabelle B. Je vais un peu reformuler tout ce que j'ai entendu d'elle. Pendant la période de confinement, on a vu sur le sondage, certains d'entre vous ont pu maintenir une petite activité et donc peut-être il y a eu des relations réelles. Pour d'autres, pas du tout d'activité, mais peut-être des liens virtuels. Une des clés majeures de l'accompagnement des permanents et des salariés en insertion, ça va être la communication. La communication en vrai, bien entendu, c'est l'idéal, mais on a vu aussi ces compétences monter chez tout le monde de la communication avec les nouvelles technologies, et ça, à mon avis, ça sera vraiment intéressant de pouvoir souligner ces compétences-là quand elles existent, en particulier pour les salariés en insertion. Savoir se connecter de manière virtuelle, ça va être une compétence absolument essentielle pour l'insertion professionnelle aujourd'hui. Donc ça, la communication, c'est sûr que nous allons tous être très, très attentifs à la manière dont on va se parler tous ensemble pendant ces prochaines semaines. Elle a parlé aussi d'une période où il fallait faire un zoom sur soi. Cette période de confinement nous a obligés, plus ou moins facilement, selon les conditions de confinement qu'on a eues, à prendre le temps de se dire ce qui est important, de peut-être penser son rapport au travail, son rapport à l'argent, son rapport aux autres. En tous les cas, quand on va reprendre, ça va être important de se dire comment on a traversé tout ça. Elle a parlé de toutes les choses de pédagogie, d'humour qu'elle a mis en place. Il va falloir être créatif pendant cette période-là. Il y a un mot qu'Isabelle B a utilisé, c'est « j'ai imaginé ». Nous avons imaginé. Et ben, c'est pas seulement l'intelligence cognitive qui va être appelée là, c'est l'intelligence créative qui va être appelée là. Et puis pour sa reprise, ce que je peux reformuler de ce que j'ai entendu d'Isabelle B, c'est de ritualiser un moment de retrouvailles. Il faut penser à faire que ce moment soit un moment particulier. Pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais qu'on note que là, il y a quelque chose qui redémarre, probablement progressivement au fur et à mesure de vos partenariats avec vos clients et de l'avancée de vos prods. Mais célébrer que
est heureux de repartir au travail, qu'on est heureux et inquiet à la fois, et que ça doit être marqué par un petit quelque chose qui n'est pas comme tous les jours, le jour où on reprend. Bien sûr, il va falloir rassurer, et là, les permanents comme les directeurs vont être obligés de respecter scrupuleusement les directives du gouvernement sur tout ce qu'il y a à mettre en place pour les gestes barrières, et donner de l'info, peut-être là encore faire marcher de la pédagogie avec des tableaux ou des moments de présentation. Ce kit qu'elle a mis en place, c'est une trop bonne idée. Tout ça, ça va faire baisser le niveau de stress parce que nous allons être rassurés. Il y a des règles et nous allons veiller à ce que tous respectent ces règles. Et puis après, elle a beaucoup parlé de tout ce qui allait se faire en collectif. On va reprendre webinaire, tout ce que l'intelligence collective peut mettre en œuvre aujourd'hui. Et pour finir, elle s'est occupée de ritualiser, elle s'est occupée de rassurer, et elle s'est occupée aussi de faire diminuer le stress par toutes les techniques de relaxation, soit d'exercice physique, soit de faire venir un thérapeute. Et là, je dirais que Isabelle B, elle a un éventail incroyable d'outils que vous pouvez tous reproduire plus ou moins facilement, mais c'est 0 centime, c'est juste réfléchir, prendre le temps collectivement de se dire tiens, nous dans notre contexte, avec la taille de notre structure, avec les activités que l'on a, soit en intérieur dans des ateliers, soit à l'extérieur chez des clients, qu'est-ce qu'on va faire pour ce moment où on va repartir tous au travail. Voilà comment je pourrais reformuler. Ça te va ? Oui, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. On avait lancé en parallèle un deuxième sondage. Alors, je ne vous l'avais pas relayé à l'oral, mais vous l'avez bien vu. On a les résultats que je vais vous relayer. La question était pour cette reprise, vous sentez-vous vous-même plutôt confiant ou plutôt inquiet? Alors, vous êtes 40% à vous sentir plutôt confiant, ce qui, on va dire, est un chiffre pas mal, mais 60% à vous sentir plutôt inquiet. Et ça, on l'a bien perçu chez beaucoup de structures. En effet, Isabelle a pu mettre en place de très belles choses et des choses finalement assez poussées pour une structure de taille pas gigantesque, enfin sans offense, hein, Isabelle, mais voilà, en tout cas, qui tiennent aussi beaucoup à votre volonté d'imaginer, comme l'a redit Isabelle, d'imaginer, de mettre en place des choses et puis d'essayer d'aller chercher des solutions peut-être un peu innovantes et peut-être un petit peu moins traditionnelles pour les entreprises sociales inclusives, un peu du produit de luxe, mais c'est pour ça que c'est très inspirant, je trouve, pour l'ensemble de nos participants. On a une question qui nous a été posée. Alors là, ça fait écho à ce que… alors, peut-être avant la question, je vais me permettre de lancer le troisième sondage, si ça vous va. Comme ça, je pourrais à la fois à nouveau vous partager les résultats. Donc, si Eric, qui est un autre collègue en back-office, peut le lancer, la question est la suivante. Pensez-vous que cette crise sanitaire soit pour votre structure une opportunité de renforcer la cohésion d'équipe? Oui ou non? Alors, peut-être… Enfin, voilà, c'est une question qui me semble est très intéressante parce qu'a priori, en effet, on est tous un peu plus mis en difficulté qu'autre chose par cette crise sanitaire. Est-ce que ça vous semble envisageable de faire de cette reprise une opportunité, toujours sur ce sujet qui nous rassemble de la reconstruction du collectif face à l'adversité, d'une certaine manière? En tout cas, ce que je voulais relayer comme première question, c'est alors, attendez, je prends le temps de la retrouver. Oui, c'était la question de Carole Costa. Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur le produit de luxe d'une certaine manière. Je vais la relayer à l'oral. Isabelle a la chance d'avoir un permanent pour 2 salariés en insertion, puisqu'on a partagé donc la structuration de l'équipe, Isabelle, dans les chats et les questions. Comment faire quand nous sommes 3 pour 45 salariés en insertion? Alors, en effet, c'est un taux d'encadrement qui est bien inférieur.
Et je pense en effet, ça peut être intéressant qu'on prenne quelques minutes dessus avec vous deux, c'est-à-dire qu'au-delà de, comment dire, pardon pour l'expression qui est malheureuse, mais des produits de luxe, en tout cas, que Isabelle, vous avez pu mettre en place dans votre structure, quels seraient peut-être les premiers, voilà, les premières choses pour les structures qui ont peut-être moins de possibilités de mettre en place ces choses un petit peu plus poussées? Quel premier conseil donner? Donc, moi, j'ai retenu, il me semble, mais vous allez me dire déjà la prise en compte, avoir un temps collectif de redémarrage, de ne pas faire comme si on redémarrait, comme si rien ne s'était passé. Du temps collectif, de la prise en compte des fragilités et d'associer à la fois les permanents et les personnes en parcours. Peut-être Isabelle F et ensuite Isabelle B, si vous voulez bien compléter sur ce point. Oui. Comment faire quand on a un taux d'encadrement relativement bas, mais qu'on souhaite mettre en œuvre quand même des choses avec, on va dire, des moyens plus limités? Maintenant, pour 45 salariés en insertion, je pense que peut-être pour la première fois depuis que l'économie sociale et solidaire existe, tout le monde est dans le même sac. Tout le monde traverse ces zones de confiance et ces zones d'inquiétude. Et que peut-être pour la première fois, tout le monde va prendre soin de tout le monde. Et que ça serait peut-être le moment innovant où on demande aux salariés en insertion d'être complètement partie prenante pour qu'ils prennent soin les uns des autres, ils prennent soin des permanents et que du coup, ce soit le collectif tout entier, permanent et salariés en insertion, qui réfléchissent ensemble à qu'est-ce qui va faire augmenter leur confiance et qu'est-ce qui va du coup, par là même, réduire leurs inquiétudes. Voilà une piste que je lance. C'est pas une entourloupe pour répondre à cette personne qui n'a que 3 permanents. Parce que je crois réellement que les salariés en insertion qui ont traversé plein de crises dans leur vie, c'est une des caractéristiques, c'est les freins sociaux qui les amènent à être salariés en insertion, et que ces freins-là, ils les ont traversés comme ils ont pu, accompagnés comme ils ont pu, et qu'ils ont déjà en eux des ressources de résilience que l'on n'a peut-être pas suffisamment su mettre en lumière. Et du coup, aujourd'hui, on en a réellement besoin. Alors, bien sûr, il faut prendre soin d'eux, comme d'hab, mais ça, je ne suis pas inquiet, c'est l'ADN des structures d'insertion, donc ça va se faire. Mais aller les chercher comme dépositaires de compétences sur ces questions-là au profit des permanents, ça serait peut-être une idée créative. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle. Mais je crois que... elle est succincte, mais... Oui, Isabelle B, on vous écoute. Je crois que ce qui est vraiment important quand on a moins de moyens, que moi j'ai cette chance-là, c'est réaliste de le dire, c'est vraiment le premier jour, c'est qu'il y a vraiment un temps où les gens se retrouvent. Je crois qu'il ne faut pas tout de suite, le premier jour, se dire « allez, on se met au boulot ». C'est vraiment se dire qu'en gros, la première demi-journée, elle est consacrée avec un temps où on laisse les salariés, peu importe quelle heure il est, ils papotent entre eux. Et après, bien sûr, il y a toutes ces mesures de prévention que vous allez être aussi obligés de mettre en route. Mais je crois que c'est vraiment important de leur donner le temps de se retrouver et qu'il n'y ait pas… alors, on le fait déjà tous, mais de vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté les salariés en insertion, d'un côté les permanents. Parce que ce que disait Isabelle Elf, je crois que c'est important de montrer qu'on a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes angoisses, les mêmes craintes. Et qu'en fait, il n'y en a pas un qui est mieux loti que l'autre, quoi, et que c'est tous ensemble qu'on va réussir. Alors, moi, j'ai eu une petite idée, je vous la partage, j'ai deux nouvelles idées qui me sont venues hier et j'ai oublié de vous les partager tout à l'heure, parce que c'est des choses qui peuvent être assez simples à faire. Je voulais afficher la légende du colibri, avec un joli colibri, on trouve sur Internet la légende du colibri qui dit qu'en fait, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, le fait que chacun a sa part à faire pour que les choses aillent mieux, si je résume. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous pourriez peut-être
afficher ou donner, ou en mettant en photo un joli colibri, en mettant cette légende qui est très jolie, avec un texte qui est très sympa. Alors, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Et puis, je vais aussi faire un reportage photo parce que j'ai la chance de connaître un photographe qui est prêt à nous faire ça gratuitement. Ou alors vraiment pour 3 francs 6 sous. Mais ça, on peut le faire nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je vais lancer un reportage sur les gens quand ils arrivent au boulot, quand ils sont en situation de travail et au moment des pauses. Et puis surtout, je vais rajouter des pauses dans les temps de travail. Alors, je sais, on peut aussi se poser la question de la notion de production qui va être au ralenti. Mais je crois qu'il faut vraiment un temps comme ça où la notion de production ne sera pas la priorité. Et où l'humain sera au centre un petit peu de tout. Et ce petit reportage photo, en fait, vous pourriez afficher des photos comme ça dans les locaux où ils sont. Alors, moi, j'ai imaginé une exposition en fin d'année. Enfin, j'ai imaginé des choses comme ça. Mais je pense que même avec nos appareils, avec nos téléphones, on peut faire des photos sympas. Il y a peut-être des petits trucs comme ça pour que les gens se sentent aussi un petit peu regardés, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pas grand-chose. Après, c'est pareil. Par exemple, ma CSP, je lui ai suggéré dans ses entretiens de toujours faire commencer l'entretien avec un point positif, un point négatif, pour que la personne elle ait la possibilité à la fois de dire ce qui ne va pas, comment elle se sent sur le côté négatif, mais qu'en même temps, elle remette du positif aussi. C'est de se dire... voilà, même si c'est banal, ce matin, en venant travailler, j'ai vu je sais pas quoi, moi, j'ai vu un petit oiseau, ça m'a fait plaisir, et qu'on reste sur cette note-là, de toujours y mettre du positif. Et puis, les instants de drôlerie, ça, je pense que tout le monde peut le faire. Il y a plein d'idées comme ça. Moi, je peux vous renvoyer à tout ce que j'ai pu faire dans mes jeux, dans les jeux qu'on a mis en place sur notre page Facebook. On a fait pas mal de choses, donc je peux aussi vous donner le lien de la page Facebook pour que vous alliez voir et si ça peut vous donner des petites idées, quoi. Voilà. Oui, merci, n'hésitez pas. Et puis pour tous nos autres participants, n'hésitez pas aussi à partager, voilà, si ça vous évoque des choses que vous avez mis en place dans vos structures, des ressources, des idées que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à le partager dans l'onglet chat. Pour ma part, je viens de vous partager un lien vers un guide qui a été mis en place par le gouvernement, un guide à destination des personnes vulnérables qui est construit sous le format d'une affiche. Donc pour toutes les structures sociales, les collectivités, les CCAS, mais aussi les entreprises sociales inclusives, bien sûr. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, que vous pouvez imprimer, afficher. Donc il y a les numéros sur les violences, enfin voilà, sur tous les sujets, tous les numéros, tous les dispositifs qui ont été mis en place. Parce que évidemment, il y a une part de pédagogie aussi à faire, d'une part sur les mesures barrières, bien sûr, mais aussi sur les différentes ressources, numéros disponibles pour les personnes qui peuvent avoir certaines fragilités spécifiques. Je relaye une nouvelle question parce qu'on parle là, alors 2 questions qui sont en lien avec ce qu'on vient de se dire sur on va dire le moment de retrouvailles. Une première question, alors attendez, je la retrouve, de Émilie. Comment gérer l'inéquité de la reprise, à savoir ceux qui ont continué l'activité versus ceux qui étaient en activité à zéro, qui avaient arrêté, ceux qui veulent retourner sur le terrain mais qui sont des personnes à risque, ceux qui veulent reprendre mais qui ne peuvent pas pour de multiples raisons. Peut-être Isabelle, Isabelle B, pardon, vous avez repris un peu progressivement et je complète avec la deuxième question qui nous a été adressée. Comment avoir un moment de recueillement collectif en restant à 1,50 m les uns les autres et sans pouvoir vraiment retrouver un temps collectif humain. Enfin, comment concilier moment collectif chaleureux avec application des gestes barrières qui vont encore être nécessaires pour un beau moment. Donc, une double question dans l'ordre où vous voulez, l'une et l'autre. Je vous laisse libre de répondre. Alors, pour ma part, l'idée de se retrouver, il se trouve que quand on a repris, il ne pleuvait pas et on avait un peu de soleil. Donc, en fait, on s'est tous mis dehors sur une pelouse. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, chacun est allé dans son activité avec son encadrant pour s'approprier
le plan de prévention. Voilà. Mais on avait cette chance parce qu'on a des locaux très petits où on est même, les encadrants, on est très à l'étroit. Donc, il était hors de question qu'on les accueille comme ça. Et donc, on a fait ça. Et tous les autres matins, en fait, on fait travailler les équipes en décalé. On les fait venir avec un quart d'heure de décalage parce qu'on a cette problématique de locaux trop petits. Donc, voilà. Et ce qui fait que, évidemment, ça va engendrer d'autres problèmes. C'est que d'une activité à l'autre, ils ne peuvent pas forcément se rencontrer. Et en fait, on va toujours utiliser la météo pour se dire que régulièrement, s'il fait beau, eh bien, on se mettra sur cette fameuse pelouse qui est devenue un petit peu notre point de rassemblement. Et j'entendais déjà hier après-midi un encadrant technique dire que ses salariés avaient dit bah, tiens, maintenant, c'est chez nous, là. Voilà. Après, donc, nous, on a repris, on était pour beaucoup en télétravail, enfin, pour beaucoup, pour l'administratif principalement. On a repris pas tous. J'ai une salariée qui est en parcours d'insertion, qui est très, très angoissée, qu'on a énormément accompagnée pendant ce confinement. Et donc, elle, je lui ai proposé de reprendre de manière progressive. Donc, elle n'a pas repris lundi en même temps que tout le monde parce que je savais que le phénomène un peu full pouvait l'angoisser. Donc, elle a repris que ce matin et donc, on l'a accueillie seule. Son encadrant et moi donc je n'étais pas là, mais son encadrant l'a accueillie seule avec toute la procédure évidemment, et elle ne travaillera qu'aujourd'hui, elle ne reviendra travailler que jeudi. La deuxième semaine, on va la faire travailler 3 jours, la troisième semaine encore 3 jours, la quatrième semaine, on va essayer 4 jours et on y va en progression. En fait, on s'adapte à elle, voilà, tout simplement. Et comme elle est sur une activité plâtrerie peinture, on la met sur des chantiers où elle peut être seule, où seul l'encadrant technique va accéder. Elle ne travaillera pas en coactivité avec ses collègues dans un premier temps. Et pour le coup, elle, on a la chance d'avoir le thérapeute qui va l'accompagner un petit peu plus que les autres. Voilà, on adapte comme ça. On a une autre personne qui ne peut pas travailler parce qu'elle garde son enfant et qu'on ne sait pas encore si l'école va réouvrir la semaine prochaine ou pas. Donc, elle, on garde du lien avec elle. Et elle a en charge, on lui a donné une petite mission, c'est de créer un jeu pour la semaine prochaine pour tous ses collègues. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Absolument, oui, merci beaucoup. Isabelle, Eve, peut-être un complément? Oui. Je vais rebondir sur les 2 questions que tu as citées tout à l'heure. Oui, nous allons tous repartir avec un vécu différent et une reprise différente. Et c'est parfaitement injuste. Effectivement, il y en a qui vont pouvoir repartir directement sur leurs activités parce que le client redémarre, parce que ça peut se faire. D'autres vont, par de leur fragilité, pas pouvoir repartir encore. D'autres aimeraient bien repartir, mais l'activité ne redémarre pas. Donc, je pense que dans ce moment de retrouvailles, il va falloir se dire comment on a traversé les choses pendant le confinement et noter ce qui a été douloureux, difficile, compliqué, et ce qui est injuste pour chacun, en tous les cas, perçu comme injuste. C'est pas possible de faire un temps de retrouvailles qui soit, vu de ma fenêtre, juste un temps festif. Ça a été lourd, cette période. Et il va falloir accueillir les ressentis, passés, présents et futurs de chacun, tels qu'ils sont, juste en les reformulant. Parce que juste accueillir et reformuler, ça fait du bien. Voilà pour la question sur, oui, il y a des salariés qui vont avoir la possibilité de repartir ou pas. Et puis pour la deuxième question, qui est, c'est compliqué de se retrouver quand on est à 1m50. Oui, c'est compliqué, parce que certains d'entre nous ont une relation à l'autre qui est très forte par le toucher. Dans notre champ familial, on voit bien comme c'est frustrant de ne pas embrasser et on se demande quand on va se retrouver dans 15 jours ou la semaine prochaine, est-ce qu'on s'embrassera? Cette question-là, elle devient prégnante au sein des familles. Elle va devenir aussi, ça va être impossible au travail de se serrer la main, de se toucher. Et là encore,
Pour certains, c'est pas très important, ça, parce que la voix et l'œil, enfin, la vision et la voix vont suffire. D'autres ont une relation à la relation qui est très tactile. En général, c'est assez culturel, ça. Hein. Et donc, là encore, il va falloir se dire « Oh, comme j'aimerais pouvoir te faire la bise ». Si on était habitué à se faire la bise, par exemple. Il faut noter, il faut métacommuniquer sur nos frustrations et puis aussi le fait que même si on ne peut pas s'embrasser, même si on ne peut pas se serrer la main, on est quand même super content de se revoir. Voilà. Oui, c'est déjà. Et puis, il y a peut-être des solutions numériques à trouver aussi, des vidéos, des messages vidéo des dirigeants, des messages vidéo des permanents peut-être. Alors là, évidemment, ça dépend de l'équipement informatique de l'ensemble des membres de l'équipe, mais sans doute, encore une fois, pas mal de choses à imaginer. On a 2 questions et je sais qu'Isabelle F, vous avez une expérience et une connaissance particulière, en tout cas, du modèle des associations intermédiaires. On a 2 personnes qui nous posent cette question. Qui est assez similaire, selon laquelle en association intermédiaire, les salariés ne se connaissent peu, voire pas, ne se voient pas, car ils sont mis à disposition auprès de clients à l'extérieur. Ce n'est pas des structures dans lesquelles il y a forcément des temps collectifs de base. Donc, pour les structures, que ce soit les associations intermédiaires, mais également les entreprises de travail temporaire d'insertion ou les nouvelles entreprises adaptées par le travail temporaire, dans le cas particulier de la mise à disposition, comment aussi recréer ce sentiment d'appartenance, peut-être cette cohésion, et puis comment continuer à repérer et à prendre en compte les difficultés particulières de chacun. Oui. Il y a un lien quelquefois uniquement mensuel ou quelquefois hebdomadaire avec la structure AI, TTI ou que sais-je. Et donc effectivement, c'est pas du tout la même chose que dans une entreprise d'insertion où il y a un atelier où les gens se côtoient au quotidien. Donc il va falloir utiliser ces peu de temps dans la structure d'insertion en faisant encore quelque chose de beaucoup plus ritualisé. Mais je dirais que c'est peut-être l'occasion là de donner un rôle très important au client chez lequel le salarié en insertion va se rendre. De délocaliser ce besoin de rituel, ce besoin d'écoute, ce besoin de communication, en demandant au client de le faire. Ça va peut-être être l'occasion pour les structures d'insertion de renforcer les liens partenariaux qu'ils ont avec leurs clients en leur disant on vous met à disposition du personnel qui est en quelque sorte pendant un temps X fait partie de vos équipes et pour nous, structures d'insertion, c'est très 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 important que vous preniez soin de les réintroduire dans votre collectif à vous au moment de votre reprise, aussi bien pour l'explication des gestes barrières qui vont avoir lieu là pour le coup dans l'entreprise où l'activité va avoir lieu, que pour cette nécessité absolue de reprendre conscience que l'on fait partie pour un temps court ou pour un temps long d'un collectif entreprise. Et là, les gens mis à disposition, ils ont 2 collectifs. La structure associative qui les emploie, qui fait leur contrat de travail, et la structure qui les accueille et qui est la structure qui les fait travailler au quotidien en quelque sorte. Voilà. Et donc, avoir une communication d'expression de besoin vis-à-vis de la structure en disant « nous comptons sur vous » pour que ça puisse se faire pour monsieur un tel, toujours individualisé. Madame Attel a vécu un confinement particulièrement difficile et donc au moment de sa reprise, peut-être elle aura très peur de prendre les transports en commun. Je pense à ceux qui vont devoir travailler en Île-de-France où il va falloir se continuer la ligne 13 du métro. On ne va pas pouvoir faire l'économie de se dire ben oui, on va reprendre la ligne 13 parce qu'il faut bien partir au travail et que voilà. Mais on ne peut pas ne pas parler de comment ça s'est passé ton transport ce matin, au moins le premier matin. Est-ce qu'il y a eu une régulation quand tu es monté dans la rame comment ça s'est passé? Donc il va falloir faire à la fois du collectif et du spécifique. Et ça, soit dans la structure directement, soit demander aux clients d'être particulièrement vigilants sur cette question-là.
Très bien. Je pense que c'est une bonne opportunité. Très bien, ouais, merci beaucoup. Alors, je vois que le temps passe, c'est extrêmement frustrant parce on aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui manifestement vous intéresse tous. J'en profite peut-être cette fois-ci pour répondre. Alors, on a une question, la question qui est la plus partagée, la question de Floriana. Avec quel financement, autofinancement, OPCO, subvention UD pour ces actions très intéressantes et utiles. Ça rejoint encore une fois un peu ce que je disais entre, on va dire, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3++. Je sais, Isabelle, en tout cas, que vous aviez la possibilité de le faire en bonne partie par de l'autofinancement, parce que vous aviez une trésorerie saine, en tout cas. Donc, vous aviez voilà, une petite réserve dans laquelle piocher pour pouvoir mettre en place toutes ces mesures. Pour les structures pour qui ce serait un petit peu moins le cas. Alors, en tout cas, gardez en tête que dès la reprise de l'activité, évidemment, les heures travaillées sont déclarées, donc les aides au poste, voilà, on repart sur un financement d'aide au poste classique pour les entreprises sociales inclusives. Et que c'est sans doute aussi des éléments, alors sur déjà la prise en compte et des petites choses qui peuvent être mises en place au sein de l'accompagnement, on va dire socle. Peut-être il y a déjà ça dans un premier temps, la prise en compte du sujet, la définition d'indicateurs, de définition comment dire, de mesures collectives à mettre en place. Auprès des OPCO, c'est quelque chose qui pourrait être creusé. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'en prends note pour voir s'il y aurait des choses qui pourraient être mises en place via le PIC ou via les OPCO notamment. Voilà. Peut-être, et je vais vous partager les résultats du sondage qu'on vous a adressé tout à l'heure, alors qui est assez de bon augure, on va dire. La question était, pensez-vous que cette crise sanitaire soit pour votre structure une opportunité de renforcer la cohésion d'équipe? Vous avez été 48% à répondre oui, 17% à répondre non, donc bien moins, et 35% à répondre je ne sais pas. Donc voilà, encore en effet pas mal d'incertitudes dans cette période, et ce qui est tout à fait compréhensible. Peut-être, est-ce que on souhaitait aborder aussi avec vous, et peut-être Isabelle F, quelle pourrait être une liste alors simple d'indicateurs à suivre pendant les prochaines semaines pour ne pas uniquement se contenter de faire ça les 2-3 premiers jours, mais essayer de garder le rythme. On va tous devoir reprendre un rythme particulier et une liste de ce qui peut être mis en place. On a déjà évoqué pas mal de choses, mais est-ce que vous souhaitez compléter sur ces 2 points? Comment tenir sur la longueur, on va dire, pour la prise en compte des RPS liés à la reprise d'activité Covid? Je vais revenir avec mon sondage. La cohésion d'équipe, elle avait déjà une couleur avant. On se sentait bien dans cette équipe-là. Bien, on était en tension et il y avait des choses qui étaient interpellantes pour certains. Je dirais que ça sera ni plus ni moins, juste un tout petit peu exacerbé. Et donc, la vie va reprendre et les gens vont revenir au travail avec leur comportement un tout petit peu plus exacerbé, mais comme avant. Donc, ceux qui seront très impliqués, super engagés, attention, ils risquent de s'épuiser. Ceux qui sont dans la revendication, dans la plainte, vont être un petit peu plus là-dedans. Et donc, du coup, pour le manager, ça va être l'occasion de prendre encore plus fort la température, puisque ça va être la même chose qu'avant, un petit peu plus exacerbé, je crois. Ce qu'il doit suivre, le manager, je pense, c'est un certain nombre d'indicateurs qui sont communs, là, bien largement au-delà des entreprises sociales inclusives. C'est tout ce qui va être les abandons de postes sans nouvelles. Donc cet indicateur-là, il va falloir vraiment le tenir. Et dans la mesure du possible, peut-être rappeler les gens quand ils ne donnent pas de nouvelles, si on arrive à les joindre. Pour moi, un deuxième indicateur, ça va être le taux d'absentéisme, mais plus que ça encore, le nombre d'arrêts maladie. Je pense que le droit de retrait, vous en aurez très peu, parce que c'est bien balisé et que normalement, tous ceux qui sont en capacité de repartir au travail doivent repartir au travail. Mais si j'ai vraiment très très peur,
de mettre mon enfant à l'école, de prendre les transports en commun, de ne pas pouvoir respecter les gestes barrières, de perdre mon emploi ou que sais-je. Peut-être que je vais aller voir mon médecin généraliste et peut-être que je vais me mettre en arrêt maladie. Et donc cet indicateur-là, il va être vraiment prégnant pour savoir si vous êtes dans une peur qui s'accroît, qui reste stable ou qui diminue. Donc cette variation-là, il va falloir vraiment la regarder de près. Et puis, quand les gens seront là, les indicateurs à suivre, et en particulier pour les responsables managers, ça va être les comportements inquiétants, les violences verbales ou physiques, les évitements et les postures de retrait, tous les conflits qui étaient peut-être latents et qui vont peut-être du coup, parce que tout le monde est un peu plus énervé, ressurgir plus fort. Ceux qui avaient des petits problèmes d'addiction, peut-être pendant le confinement, ont renforcé ces addictions-là, donc peut-être là, ça va encore plus sauter aux yeux chez certains. Et puis un indicateur, et là je pense au permanent, parce que je vous connais tous bien, enfin, même s'il y a plein de gens que je ne connais pas sur ce chat, mais j'imagine que vous êtes surinvestis. Et ça, c'est un indicateur fatigue qui est à mesurer pour soi. Jusqu'où je peux me surinvestir physiquement, moralement, psychologiquement, et jusqu'où la corde ne va pas trop tirer. Et puis les uns les autres aussi, de vérifier à pas de manger toujours au même, plus. Parce qu'on a envie de repartir, et donc plus, fait qu'on va avoir un contre-coup cet été, probablement, ou septembre-octobre, je ne sais pas très bien, où là, le niveau de stress pendant le confinement et le surinvestissement au moment de la reprise va faire qu'on va être fatigué. Et tout en même temps. Et donc, il faut garder les forces vives parce que cette histoire de Covid, on en a pour quelques mois, probablement. Ça rejoint tout à fait. Pardon, je me permets Isabelle, ça fait écho à 2 questions qui nous ont été posées dans le chat et que j'aurais voulu relayer, mais c'est auxquelles vous avez déjà en partie répondu. La première de Valérie qui dit pas vraiment eu le temps de penser à soi ou de se recentrer. On est tous pris par les nouvelles directives à mettre en place, l'activité partielle, les décrets à lire, le cerveau est complètement out. Donc elle ressent un vrai manque de temps pour ça et donc il faudrait faciliter l'administratif. Voilà comment faire. Donc on sait, et en tout cas nous au commissariat, on a bien conscience du niveau de charge administrative des structures. On mène un travail au long cours en lien avec le pacte d'ambition sur l'IAE, et de même pour les entreprises adaptées bien sûr, pour alléger cette charge administrative. En effet, là sur la période Covid, l'activité partielle, il y a eu un poids très particulier. Alors, on peut supposer peut-être qu'il va s'alléger, on va progressivement revenir à un rythme administratif un peu plus classique, alors certes élevé, mais qui, j'espère, pourra vous permettre d'aborder ces sujets dont nous parlons aujourd'hui. Et une deuxième question de Laurent qui disait, alors très bien, là, on met en place des choses pour la reprise, mais peut-être que cette situation va durer 6 mois, 1 an. Doit-on préparer aussi sur ces mesures-là sur la longueur? Comment anticiper la durée et l'incertitude, en fait, aussi, dans laquelle nous sommes sur la durée de ces mesures et de cette situation? Oui, Isabelle F., du coup, ces indicateurs, vous conseillez de les mettre en place et puis de les animer de manière régulière et puis potentiellement sur une longue période, du coup? Oui. Notre énergie, c'est comme une pile électrique. Quand on tire trop longtemps sur la pile, il n'y a plus de jus. Vraiment, d'ailleurs, il y a une expression que j'aime pas du tout. On n'est plus capable de produire du jus, ni intellectuel ni physiquement. Et donc, il va falloir chacun pour nous tous renforcer ce qu'on appelle dans mon jargon l'assertivité. Quand je dis oui, je suis capable, et je m'engage, et je me donne, et j'y vais. Mais quand c'est non, c'est non. C'est-à-dire être capable pour soi-même de se dire, voilà la charge de travail qui m'incombe, parce qu'elle m'est donnée par mon poste de travail, que je sois directeur, que je sois encadrant technique, que je sois CIP,
peu importe, vous avez tous une charge de travail particulière, et quand trop c'est trop, et tout simplement pouvoir dire j'entends votre besoin, mais là je vais le différer ou je vais le faire de telle manière pour que moi, dans mon plan de charge personnel, ça soit jouable. Et donc, si ça dure, parce que oui, la personne qui dit que ça risque de durer 6 mois, 1 an, moi je la rejoins bien, hein, sauf miracle, soit de la science, soit de ce virus qui s'en va, il va falloir apprendre à vivre avec. Et donc, du coup, il faut tout le temps se poser la question pour soi-même de où est-ce que j'en suis dans ma propre énergie. Et veiller à son bol alimentaire, veiller à son sommeil, veiller à choisir les bonnes relations, celles qui vous ressourcent, celles qui vous donnent la pêche, les personnes avec lesquelles vous pouvez rire, avec lesquelles vous pouvez échanger. Mettre de côté les personnes que vous jugez nocives, par exemple, ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Enfin, se ressourcer autant que l'on peut, chacun avec nos manières propres de se ressourcer, et puis veiller à dire non quand l'énergie n'est plus là. Et il va falloir le faire aussi de manière collective. Et donc, c'est une deuxième vigilance qui va, là encore, générer un peu plus de fatigue, mais être en capacité de dire à sa directrice, ah ben non, là, on fait pas ça. D'abord parce que toi, t'es crevé, je le vois bien, et que là, la charge de tout le monde, c'est pas possible. Donc, il va falloir faire des choix collectifs, concertés, pour que on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de veiller à ce que chacun comprenne les gestes barrières à l'aune de sa propre activité. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis après, veiller à éliminer les process trop lourds, l'administratif, peut-être essayer de l'alléger. Je ne sais pas, mais vous allez devoir être créatif et être vigilant et bienveillant tous les uns pour les autres. Parce qu'il y a des personnes qui sont naturellement assertives et d'autres non. Voilà. Et puis je vais conclure, si ça te va, parce que tu m'as demandé de faire la liste de ce qui peut être mis en place sur les RPS. N'oubliez pas que vous avez la médecine du travail, et donc il faut l'interpeller. Il y en a qui sont plus ou moins réactifs, mais en tous les cas, c'est leur job. Et si quelqu'un dit j'ai trop peur, ou je n'ai pas la santé, ou je ne suis pas en capacité, vous renvoyez ça sur la médecine du travail qui lui donnera un certificat d'aptitude ou d'inaptitude. Il y a ce qu'on appelle les groupes d'analyse des pratiques, qu'elles soient animées par un professionnel ou pas. Il y a le coaching d'équipe ou le coaching individuel. Et là, en ce moment, profitez. Les coachs offrent beaucoup de plateformes solidaires en ligne. Donc, vous en trouvez dans vos régions des coachs qui seront capables de vous donner ponctuellement, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie, mais qui seraient sans doute à même peut-être de vous le faire, pas forcément gratuitement, mais en tous les cas à des tarifs préférentiels. Tout ce qui peut être rendez-vous individuel, je dirais avec une psychologue, si vous sentez que la personne elle a une vraie fragilité psychologique, et avec d'autres thérapies de bien-être, si c'est juste une fatigue inhérente à la crise. Donc, tout ce qui est bien-être, lâcher prise, activité physique, sophrologie, méditation, mais allez-y, vous avez plein de choses sur Internet gratuites où vous faites venir des professionnels. Et puis, surtout, ne pas repartir immédiatement dans vos réunions de prod ou dans vos réunions sociales sans prendre le temps de métacommuniquer, c'est-à-dire de se dire de ce dont on a besoin pour être bien et de réfléchir ensemble, collectivement, avec tous les outils de l'intelligence collective. L'intelligence collective, elle va être prégnante pour que ça fonctionne dans les prochains mois. Et donc, utiliser tous les outils, et je sais qu'il y aura des choses qui seront mises dans le forum après sur les outils d'intelligence collective pour vous permettre d'animer vos réunions différemment.
Et puis, dernière idée, apprendre à célébrer les bonnes nouvelles, les améliorations, et de célébrer aussi l'amélioration de la cohésion d'équipe. Hein, donc, de se parler des choses qu'on ne se parlait pas avant. D'oser affronter dans cette équipe-là, je vous sens rapla-pla, ou je sens qu'il y a des tensions, et de ne plus éluder ces questions-là comme si on ne les voyait plus. C'était un peu ce qu'on faisait avant. Mais là, si on laisse sous le tapis les choses, dans les prochaines semaines, ça va sauter à la figure de tout le monde à un moment ou à un autre. Alors que de le dire, même sans avoir de solution, eh ben, ça libère la parole. Et ça, ça fait du bien comme ça. Libérer la parole, ça fait du bien. Merci beaucoup, merci beaucoup Isabelle. On vous a envoyer un dernier sondage, si vous voulez, on va conclure bientôt. On a déjà pris un petit peu plus de votre temps que prévu, mais un dernier sondage si vous pouvez y participer. Et je rappelle donc, Isabelle a fait référence et on vous a partagé le lien dans le chat sur le forum de l'inclusion si vous avez envie de poursuivre les échanges entre vous, mais aussi d'accéder à un certain nombre de ressources qu'on a mis en ligne ou que d'autres personnes ont pu mettre en ligne, des sites à partager, des bonnes pratiques. N'hésitez pas à aller sur donc le forum de l'inclusion. Ce qu'on retient, c'est que le collectif va être important dans la reprise. Nous, ce forum, c'est aussi un moyen de créer les conditions d'un collectif aussi entre structures, même qui ne se connaissent pas. Vous avez chacun tous d'excellentes idées et d'excellentes initiatives à partager, j'en suis certaine. Donc, n'hésitez pas à le faire, et puis pour les autres, à aller piocher un peu dans ces idées ressources qui peuvent être sur ce forum. Ce que je retiens en tout cas de Isabelle, en tout cas, s'assurer de s'aider soi-même avant d'aider les autres, alléger le superflu et recentrer sur l'essentiel, et mettre la bienveillance en exergue, et toujours beaucoup de bienveillance en tout cas pour alimenter ce collectif. Je vous propose qu'on conclue. Je voulais remercier vraiment infiniment nos deux Isabelle du jour, donc Isabelle F et Isabelle B. Merci à tous nos participants et aux collègues qui ont contribué à ce webinaire, qui sera accessible en replay dans l'espace ressources dont on vous a partagé le lien, et on y mettra également le compte rendu dans lequel vous pourrez retrouver la plupart des informations que nous avons évoquées aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt pour un nouveau webinaire sur les entreprises sociales inclusives. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur le LinkedIn de Thibaut Guilhuy. En tout cas, toutes les informations sur tous nos webinaires y sont. Et sinon, vous le savez, il y a notre newsletter, notre lettre d'actualité. Donc voilà, merci à tous. Merci à nos deux Isabelle, et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Avec plaisir. Merci Joséphine. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir Isabelle. À bientôt. À bientôt.